Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur ce plateau de KTV Equazi FM, le 106.9 pour ce temps de parole. Évidemment, en direct à la radio et à la télévision, notre invité c'est Elad Chakri, il est avec nous. Elad, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidat aux législatives dans la circonscription 1. Vous représentez les Républicains, vous êtes investi officiellement. Juste avant, je vous ai vu réagir sur l'explication de ce fait divers du côté de Koungou. Ça vous étonne plus ce genre d'action ? Non, malheureusement, c'est des choses qui arrivent de plus en plus fréquemment à Mayotte. Et nous savons que, pas plus tard qu'hier, je disais donc sur Mayotte Première qu'en 2014, nous avons eu 8570 faits de délinquance, 34,5 faits élucidés. Donc en 2015, plus 7%. Donc ce qui montre quand même bien que malheureusement, tous ces faits-là se sont produits et ça continue encore. C'est la raison pour laquelle la priorité doit avant tout être la lutte contre l'insécurité dans le cadre justement de ces élections, après ces élections, je veux dire. Ouais. Est-ce que justement, si vous êtes élu, on vous le souhaite, comme on le souhaite à tous les candidats, si vous êtes élu en qualité de député, comment vous allez pouvoir a priori dans l'opposition, puisque l'Assemblée parlementaire, on le verra dans la revue de presse tout à l'heure, pourrait effectivement basculer avec une majorité absolue du côté de La République En Marche. Comment vous allez pouvoir faire passer ces messages, et notamment en termes de sécurité ? Alors tout d'abord, il faut quand même bien préciser que dans le gouvernement actuel, le Premier ministre est issu des Républicains. Le ministre de l'économie et le ministre du budget aussi sont des Républicains. Donc, ce qui montre bien qu'en fait, à un certain stade, pour certains sujets, on dépasse le clivage gauche-droite. Ce qui montre aussi que, bien sûr, si demain j'ai la confiance des électeurs, cela voudrait dire que moi, je m'engagerai à, en tout cas, voter des textes qui seraient favorables pour Mayotte, pour le développement de Mayotte, pour la sécurité de Mayotte. Donc, je crois il serait complètement absurde d'être dans une opposition, on va dire, bête et méchante, sans vouloir essayer plutôt d'avoir un projet constructif. On peut émettre des critiques, mais il faut que le critique soit constructive. Donc, cela étant, ça veut donc dire que nous sommes forcément amenés, si demain j'ai cette confiance des électeurs, à travailler avec, en tout cas, des personnes, des hommes et des femmes de bonne volonté, qui nous permettraient... Vous n'êtes pas opposé à travailler avec le gouvernement Macron ? Moi, je ne suis pas opposé à travailler avec ceux qui pourraient faire avancer Mayotte. Parce que nous avons un tel retard que, évidemment, on ne peut pas se permettre d'être dans une opposition systématique. Il y a des dossiers à faire avancer, il y a des crédits à obtenir et il y a une lutte contre l'insécurité. Pour revenir maintenant à votre question, je crois qu'il est très important, tout d'abord, de bien différencier deux volets. Tout d'abord, le volet répressif. Le volet répressif, il faudrait donc une augmentation des policiers, une augmentation des gendarmes, puisque c'est un effectif qui est adapté pour une population de 220 000 habitants, alors que nous sommes le double. Deuxième chose, c'est aussi d'avoir les structures nécessaires. J'entends par là, par exemple, un centre éducatif fermé, parce que nous savons qu'il y a une délinquance aussi juvénile qui est assez importante, et il n'existe pas de structure en la matière. Il faut aussi bien comprendre que lorsque vous avez des textes comme l'ordonnance de 1945 qui s'applique, l'ordonnance de 1945 mise davantage sur la prévention que sur la répression des mineurs. Et là encore, je crois qu'il va falloir aussi relever cette question aussi de la responsabilité pénale des mineurs, qu'elle ne soit plus atténuée, mais qu'elle soit davantage, en tout cas, beaucoup plus importante qu'elle l'est actuellement. Et enfin, il y a aussi la notion de la légitime défense. Je crois qu'il va falloir aussi revenir là-dessus, parce que... les policiers ont eu gain de cause il y a peu de temps là-dessus. Non, mais les policiers, mais pas les particuliers. Parce que vous savez que lorsque justement un individu pénètre chez vous, on vous dit que, en tout cas, la force qui est utilisée par cet individu, en tout cas, votre défense ne doit pas être disproportionnée par rapport aux moyens qu'aurait en tout cas l'agresseur qui rentrerait chez vous. Pour moi, c'est complètement absurde, puisque comment vous pouvez savoir justement
si cet individu a un caillou, vous n'avez pas le droit donc de prendre, si je comprends bien, un couteau. Mais ça n'a pas de sens. Quand on rentre chez vous, qu'on vient vous agresser au sein de votre foyer et que vous avez votre famille, il vous faut que vous puissiez avoir les moyens nécessaires de pouvoir vous défendre. Ça veut dire quoi, qu'il faut être armé, Elad Chakrina ? Ça veut dire que la personne qui viole votre domicile, que vous puissiez être en mesure de vous défendre, donc mais comment ? de la mettre en état de nuire avec tout ce que vous pouvez avoir sous la main. Ouais. C'est pas compliqué. Bon, qu'est-ce que vous avez à faire dans un domicile privé à une certaine heure de la nuit et en plus de ça avec des armes ou alors en étant cagoulé? Je crois qu'il faut revenir à un système comme celui qu'on a dans les pays anglo-saxons qui marche, ou en tout cas on rentre chez vous, vous protégez votre famille. C'est aussi simple que cela, par tous les moyens. Donc ces textes-là sont aussi, à mon avis, il est très important de revoir ces textes. Par ailleurs, il y a aussi une autre notion qui est celle, bien sûr, de la prévention. Parce que... Celle-là, vous ne l'écartez pas non plus. Absolument pas, puisque de toute façon, tous ces volets-là sont liés. Puisque vous savez que nous avons remarqué avec le COSEM que dans certains villages, comme Chiconi par exemple, les mineurs avaient davantage peur de leurs parents, ou en tout cas... Que des forces de l'ordre. Que des forces de l'ordre, exactement. Donc il faut davantage miser là-dessus. On a créé, qui existe toujours, le concept de Mama Vigilante, c'est-à-dire ces femmes qui font de la médiation et qui vont dans les établissements scolaires pour essayer en tout cas de ramener la paix, de discuter avec... Et ça marche vraiment, ça, Elad ? Écoutez, il faut avoir les moyens, il faut se donner les moyens. Ça marche parce que ça a pu ramener un calme, en tout cas à Chiconi, parce qu'on a vu que pendant un certain temps, dans les établissements scolaires, justement, il y avait beaucoup de violence. Lorsque nous avons signé le COSEM, une convention entre la mairie de Chiconi et aussi les établissements et le collège de Chiconi, ces dames ont pu rentrer dans ces établissements et on a pu voir justement un calme qui est revenu. Ce sont des choses qui marchent si maintenant on donne les moyens nécessaires. Ça veut dire que si maintenant vous salariez toutes ces mamas qui justement ont cette capacité de faire davantage de la médiation, à ce moment-là, je crois que pour ce qui est des mineurs ou pour ce qui est en tout cas des individus connus dans un village et qui sont identifiés comme faisant partie de telle ou telle famille, ça peut marcher. Maintenant, parce qu'on a déjà vu justement, c'est le laboratoire à Chiconi, ça a pu fonctionner justement. Il y a eu un message et il y a un contrôle social très fort. Il ne faut pas oublier que nous sommes tout de même dans une société matriarcale aussi qui est davantage africaine qu'occidentale. Oui. Bon, ensuite, il y a la question aussi, comme je l'ai dit, de la répression, puisque quand vous avez seulement 5 brigades de gendarmerie sur l'ensemble du territoire, ce n'est pas possible. Il va falloir commencer à en créer d'autres. Une à Mamoudzou, à Kongou, oui, une à Mamoudzou, tout à fait. Il y en a une à Mamoudzou, mais à Kongou, il n'y en a pas, alors que c'était tout de même la deuxième ville de Mayotte. Mais là aussi, on a un gros problème parce que il y a la question foncière. Moi, je discutais avec justement un gendarme qui nous disait mais on a des problèmes considérables quand on veut aussi construire parce qu'on a ces problèmes fonciers. Ouais, je crois qu'il va falloir que le conseil départemental ainsi que l'État se mettent d'accord sur justement les terrains publics qui pourraient faire l'objet d'une construction future d'une brigade de gendarmerie. Donc, à cela se rajoute aussi le fait qu'il faut bien sûr lutter contre la pauvreté, parce qu'il n'y a pas que le volet répressif et préventif de cette question-là. Il y a vraiment une question de pauvreté. Il y a notamment des structures d'accueil qui n'existent pas pour les mineurs isolés. Il en existe 8000. Et ces mineurs isolés, en tout cas, on sait que beaucoup d'entre eux, en tout cas, essaient de survivre par tous les moyens et certains s'en donnent à des actes de délinquance. Donc il va falloir qu'on commence à réfléchir sérieusement à ces structures d'accueil et non, évidemment, ces placements en famille d'accueil, puisque c'est insuffisant. À cela aussi, ça rajoute le fait qu'il va falloir, bien sûr, véritablement contrôler nos frontières comme il se doit. Alors je sais, on le dit souvent ici, mais il y a beaucoup d'idées qui circulent, notamment, je rends hommage par exemple au capitaine Chamassi, avec qui je discute beaucoup sur ces questions-là, qui m'expliquait une fois, écoute, je pense qu'il me disait qu'il était important quand même qu'on puisse enfin faire déployer la marine, qu'elle puisse en tout cas se positionner du côté de l'îlot Mzamboro. À ce moment-là, dès l'instant où en tout cas on aurait une base dans ce périmètre, dans cet endroit qui est stratégique, puisque vous savez que de là on voit bien l'île d'Anjouan, donc qui est à 70 km de Mayotte, puisqu'il y a quand même... Et c'est souvent par là qu'ils arrivent. Et c'est souvent par là, il faut quand même ne pas nier cette évidence. Il y a aussi... une poche de délinquance de l'extérieur qui vient vers Mayotte. Donc là aussi, je crois que le simple fait déjà de maîtriser mieux nos frontières, cela nous permettrait à ce moment-là
de mieux nous occuper des problèmes internes et non en tout cas d'avoir des influences extérieures. Donc, la protection de nos frontières, ça passerait par effectivement des unités de marine dans le nord de l'île. Mais je crois que c'est fondamental, bien sûr, parce que vous savez qu'il y a seulement 189 agents de la PAF et ils sont complètement dépassés. Quand vous avez par exemple des interpellations de Kwassa, vous avez 10 Kwassa qui partent d'Anjouan pour venir vers Mayotte. À ces 10 Kwassa, vous avez seulement 5 vedettes de la PAF. Donc sur les 5 vedettes, vous imaginez bien que évidemment on peut pas, ils n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir en tout cas rattraper tout ce qui passe à travers les mailles du filet. Donc il y a en tout cas, c'est un ensemble de critères, la lutte contre l'insécurité, donc la lutte contre la pauvreté, donc plus d'emplois, donc une création de richesse à l'échelle locale, miser sur l'agriculture, miser justement dans l'industrie halieutique, enfin créer du boulot, miser sur les infrastructures, commencer à construire des routes, des infrastructures, des bâtiments comme il se doit, dignes d'un département d'outre-mer, et bien sûr, comme je l'ai dit, le volet répressif, préventif et la maîtrise de nos frontières. Dernière question, elle vient de Raïma, une auditrice semble-t-il. Pourquoi ne pas optimiser ce qui existe déjà ? Les MJC et leur réhabilitation doivent être au cœur des politiques des communes. Mais moi je l'ai toujours dit, j'ai toujours expliqué que je souhaitais ardemment développer le concept de la maorité. En clair, c'est-à-dire impliquer les autorités morales religieuses telles que les cadis, ainsi que les différentes les mamas vigilantes, ou en tout cas la société civile, ainsi que les jeunes, que les MJC soient des lieux de vie, des lieux de moralisation de la vie, des lieux d'éducation civique, des lieux également de transmission de valeurs, des lieux également de transmission de savoir-faire, puisque quand vous avez par exemple une jeunesse qui est en déshérence, il est important aussi de lui inculquer certaines valeurs, certains savoir-faire, comme par exemple l'artisanat, mais on ira même beaucoup plus loin, parce que vous savez qu'auparavant, il y a encore quelques années de cela, on vivait beaucoup de la terre, donc il va falloir quand même peut-être revenir à ce genre de valeurs, créer des jardins de l'insertion, de ces jardins d'insertion-là, c'est-à-dire demander, en tout cas, faire en sorte qu'il y ait des unités de jeunes avec des mamas, qu'on les emmène dans les chambres. Tout ça, pour toutes ces idées. Écoutez, les jardins d'insertion, il n'y a plus d'argent. Les jardins d'insertion, vous savez, c'est des terrains publics. Ouais. Si maintenant nous avons la possibilité d'avoir des baux amphithéotiques, parce qu'un bail amphithéotique, c'est la personne publique vous loue son terrain pendant un certain nombre d'années. Et vous savez que 47% des terres à Mayotte relèvent du domaine public. Dès l'instant où justement vous avez un projet fiable et viable, vous expliquez que de toute façon il y a une location de parcelles de terrain. Pour développer l'agriculture, au contraire, en plus, ça a une vertu pédagogique. Vous avez le goût de l'effort, vous avez également aussi de la nourriture que vous pouvez produire et que vous pouvez également vendre dans la MJC, que les MJC deviennent véritablement des lieux de centre de vie culturel, avec aussi un champ artistique, des lieux de vie justement de commerce sur le plan agricole. Mais en tout cas, je crois que ces projets sont totalement faisables sans qu'on dépense des millions d'euros. Merci beaucoup Elad Chakrina. Vous aurez l'occasion de revenir sur ce plateau dans le cadre de vos élections, si évidemment vous êtes au second tour, ce que l'on vous souhaite bien évidemment. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.